Bonjour à tous. Donc, je vous souhaite la bienvenue pour ce 24e colloque du RPPH, sexualité masculine. Sachez que ce colloque fait partie d'un cycle d'études qui s'intitule La sexualité en psychanalyse. C'est le deuxième volet. Peut-être certains sont déjà venus au premier volet qui était consacré à la sexualité infantile. Donc aujourd'hui, sexualité masculine. Et à l'automne prochain, sexualité féminine, donc pour clore le cycle d'études. Donc, sexualité masculine. Le point d'interrogation n'est pas anodin. Donc voici un peu mes questions. Existe-t-il une sexualité dite masculine, distincte d'une sexualité féminine? Coïncide-t-elle avec la différence anatomique des sexes? Bref, quelle est la validité des concepts de masculin et de féminin en psychanalyse? J'attends des réponses durant cette journée. Donc, bien entendu, ces questions sont bien antérieures à la naissance de la psychanalyse. C'est pourquoi je vous invite à vous arrêter quelques instants avant de plonger dans le vif des théories psychanalytiques sur nos ancêtres et plus précisément, nous allons à Athènes. Donc, si la civilisation grecque a défini les canons d'une beauté masculine idéale, comme en attestent ses sculptures, comme vous avez pu voir tout à l'heure, au-delà de son art, sa pensée a façonné une certaine idée de l'homme. Allons donc pousser la dialectique sur ce sujet avec Socrate, Aristote et Platon. Donc soyez attentifs, car s'y dévoilent des sources de la pensée du docteur Freud. Je puiserai principalement au célèbre banquet de Platon, et à l'essai de Michel Foucault, l'histoire de la sexualité, l'usage des plaisirs. Qu'apprenons-nous de ce détour historique? Je me lève, c'est le moment le plus important. Chez les Grecs, comme chez Freud, le concept de masculin n'acquiert une significativité pour décrire la sexualité qu'à partir du moment où il fusionne avec l'activité. De même, la vie sexuelle s'organise pour les deux sexes autour du phallus. S'il existe bien une distinction fondamentale, elle a trait à la différence anatomique des sexes, qui va modeler le destin du complexe d'Oedipe pour les deux sexes. D'autre part, la philosophie antique tente de résoudre, à sa manière, l'un des conflits majeurs de la sexualité de l'homme, la difficulté à faire avec ses tendances passives, inhérentes à sa condition d'être bisexuel, au sens biologique comme psychique. Toutefois, en quoi ces deux modèles diffèrent-ils? Alors que les premiers, donc les Grecs, ont choisi de réprimer les vœux passifs par un contrôle renforcé du moi, ce qu'on peut peut-être aussi même trouver aujourd'hui dans des psychothérapies centrées sur la maîtrise par l'ego. La psychanalyse propose-t-elle une autre voie qui se construit par la parole, permettant la rencontre avec les fantasmes inconscients et la reconnaissance de la castration. De même, la passivité dont parle Freud se situe hors du registre social et renvoie à l'attitude féminine dans la relation à un autre homme. Elle prend sa source dans le souhait du garçon de remplacer la mère auprès du père dans le rapport sexuel, qui se paye du prix de sa propre castration. Peut-on interpréter le modèle moral grec du IVe siècle comme une expression de la protestation masculine? Abandonnons donc, nous abandonnons l'illusoire mythe de virilité pure, on peut remettre notre bel homme de juste avant, là, mais pour laisser la place à ces hommes qui souffrent, dépouillés de leur orgueil, de leur faux semblant, pour ainsi dire nus sur le divan, et qui nous apprennent chaque jour comment franchir le roc de la différence des sexes par le symbolique. Que le colloque commence.